conférence honoraire de Picardie à Amiens et il habite Nice. Et il va nous parler de l'idéologie allemande et des thèses sur Feuerbach. Chers collègues, à vous la parole. Merci. D'abord, merci d'avoir invité, c'est un plaisir de intervenir sur Marx ici à cette université. Donc, je conserve quelques souvenirs, mais ça remonterait à plus de 10 ans. Je me suis déjà trouvé ici dans des circonstances similaires. Et donc, je suis heureux donc, de pouvoir me prononcer ici sur deux textes absolument extrêmement importants. Marx, l'idéologie allemande, les grosses thèses sur Feuerbach, tout simplement parce que l'élaboration de la doctrine philosophique du matérialisme historique et dialectique est incontestablement chez Marx et Engels le produit d'une longue et systématique confrontation critique et théorique avec la philosophie spéculative de Hegel et celle des représentants de la gauche hegelienne, Bruno Bauer, Ludwig Feuerbach et Max Stirner. Et il comporte dans l'œuvre de Marx trois volets. Donc, le premier, on vient de l'entendre, évidemment, c'est les manuscrits philosophico-économiques de 1844. Puis, alors, la Sainte Famille, le deuxième, 1845. Puis, troisièmement, l'idéologie allemande, 1846, 1847. Donc, et entre ces deux ouvrages, avec une fonction de charnière, donc, et de mot d'ordre en même temps, pourrait-on dire, les 11 thèses sur Feuerbach. Dans mon exposé, donc, je traiterai essentiellement donc, du troisième volet, c'est-à-dire de l'idéologie allemande, ainsi que des 11 thèses de Marx sur Feuerbach. Donc, l'idéologie allemande, rédigée par Marx et Engels en 1845-46, donc se situe bien dans la continuité de la Sainte Famille, critique de la critique critique, 1844, donc l'ouvrage que Marx a rédigé, les manuscrits de 44, 1844-1845, donc le premier grand ouvrage rédigé ensemble par Marx et Engels, suite à cette rencontre historique avec Engels, donc qui date du mois d'août 1844, qui devait en un sens inaugurer leur collaboration créatrice et commune, qui devait durer pratiquement jusqu'à la fin de la vie de Marx en 1883. Donc cet ouvrage fut dirigé principalement contre Bruno Bauer, l'éminent représentant de la gauche hegelienne et auteur d'une philosophie spéculative idéaliste que Marx et Engels se proposaient de déconstruire, de combattre toute leur force, et cette critique visait aussi indirectement, bien entendu, l'idéalisme objectif de Hegel, dont la méthode et la rationalité dialectique étaient pourtant reconnues, fascinaient Marx, vous l'avez très bien expliqué. Donc, par le truchement de cette critique et de cette polémique, Marx et Engels s'efforcèrent surtout d'esquisser le grand cadre théorique du matérialisme historique et dialectique, qu'il opposait à la méthodologie dialectique spéculative de Bruno Bauer, mais aussi en même temps au matérialisme humaniste de Feuerbach et ce qu'ils appelaient l'anarchisme individualiste petit bourgeois de Max Stirner. Donc, la Sainte Famille exposait aussi déjà pour la première fois la conception marxiste et engelsienne du rôle universel du prolétariat en tant que classe dont le destin historique était de s'émanciper elle-même en abolissant en même temps toutes les conditions inhumaines de la société bourgeoise. Ce livre atteste aussi, bien entendu, la grande influence indirecte exercée encore par Feuerbach sur Marx lors de la tentative d'élaboration de la doctrine du matérialisme historique et dialectique, mais en même temps aussi la volonté de Marx de procéder à une critique du matérialisme anthropologique, humaniste et abstrait de l'auteur de l'essence du christianisme. Donc, c'est tout à fait vrai ce que dit Althusser, donc évidemment c'est à travers par Feuerbach, donc Marx devient Marx. C'est-à-dire les 11 thèses sur Feuerbach, rédigées par Marx en
février 1845, donc ne sont pas un sens qu'une prolongation sous une forme abrégée de ces réflexions critiques concernant Feuerbach, déjà exposées partiellement dans la Sainte Famille. Il jette donc un pot de la Sainte Famille achevée en 1945 vers l'idéologie allemande, rédigée de septembre 1845 à mai 1846. Or, dans ce livre, Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, publié par Engels en 1888, Engels justifiait a posteriori les buts de la théorique de la Sainte Famille et de l'idéologie allemande en soulignant qu'il y avait là la nécessité de substituer au culte de l'homme abstrait de Feuerbach, donc qui constituait le noyau de la nouvelle religion feuerbachienne, la science de l'homme réel et son évolution historique. Donc, tandis que la critique matérialiste exprimée par Marx et Engels dans la Sainte Famille était focalisée essentiellement sur Bruno Bauer, à savoir sur la tendance de Bauer qui ne reconnaît aucun autre être différent de la pensée, aucune énergie naturelle distincte de la spontanéité spirituelle, aucun objet distinct du sujet, aucune pratique distincte de la théorie. Celle de l'idéologie allemande visait principalement Feuerbach et Max Stirner, appelé ironiquement par Marx Saint Max, donc bien ridiculisé, on peut dire, par Marx dans ce livre, avec un des excès d'ironie, de sarcasme, presque indescriptible, on ne peut pas bien retrouver, parce qu'il y a asymétrie, parce que le chapitre dans l'idéologie allemande, parce que le chapitre consacré au Saint Bruno, c'est-à-dire Bruno Bauer, ne compte que 20 pages, tandis que celui consacré à Max Stirner, donc que Marx appelle aussi, en analogie ironique avec le Don Quichotte de Cervantes, le Saint Sancho, et son ouvrage L'unique et sa propriété, de 1844, on compte 337 pages, ce qui signifie que ce texte est critique ancienne du grand représentant de l'anarchisme individualiste qu'était Max Stirner, comporte aussi quelques longueurs, pourtant très caractéristiques de l'écriture polémiste de Marx. Parce qu'il atteint dans ce livre, je pense, le sommet d'une critique ironique, sarcastique même, qui détruit, déconstruit complètement Stirner, l'anéantit, c'est-à-dire achève avec une certaine joie, presque sadique. Alors, c'est extraordinaire. D'ailleurs, il est difficile de lire complètement ce livre jusqu'à la fin, parce qu'il y a des longueurs qui sont restées, qu'on aurait dû supprimer peut-être, mais de toute façon, alors c'est caractéristique aussi, donc pour un Marx très opposé radicalement à l'anarchisme, n'est-ce pas, ce qui expliquera peut-être aussi cette rupture avec Bakounine, son exclusion de la Première Internationale, etc. Il faut voir ça comme ça, parce que Marx, évidemment, ne supporte à aucun moment ce point de vue de Stirner, ce point de vue de l'anarchisme individualiste, extrémiste, on peut dire, de Stirner, n'est-ce pas, qui va jusqu'à préconiser la société des utopies, la société des égoïstes, n'est-ce pas. Donc Stirner est bien achevé. Donc il nous reste à souligner l'importance du premier grand chapitre de l'idéologie allemande, consacré à Feuerbach, marqué du premier jusqu'au dernier paragraphe, par la volonté de Marx et d'Engels de dépasser définitivement le matérialisme métaphysique et contemplatif humaniste de Feuerbach, en le démystifiant totalement, en apportant même des preuves théoriques de l'inadaptation et de l'inadéquation de cette philosophie anthropologique, matérialiste, humaniste, aux réalités de nos sociétés modernes, avec toutes ces contradictions et injustices sociales. Déjà dans l'introduction, Marx et Engels s'en prennent assez violemment à ce qu'ils appellent le processus de décomposition du système hegelien, qui avait déjà commencé avec David Friedrich Strauss, qui impliquait toutes les forces du passé. Et ce processus de décomposition ne serait rien d'autre, dit-il donc, que celui de l'esprit absolu hegelien, qui chez les néo-hegeliens, à savoir les représentants de la gauche hegelienne, à laquelle appartiennent aussi Feuerbach et Stirner, aurait tout simplement dégénéré, notamment avec Bruno Bauer et Stirner, en une espèce de charlatanerie philosophique assez bornée.
Donc à ce propos, Marx et Engels ne cessent de critiquer les mystifications des questionnements, des réponses philosophiques, se réclamant de Hegel et de son héritage. Alors, le principal défaut, donc, consisterait en ceci d'avoir extrapolé certains concepts majeurs de la philosophie hegelienne, de les avoir joués contre le système, comme par exemple les concepts de substance et d'autoconscience, qui ont été finalement substitués et profanés comme des concepts du genre, de l'unique chez Stirner ou de l'homme chez Feuerbach. En effet, l'essence de l'homme était définie par Feuerbach dans le sillage de Hegel, toujours comme conscience, mais avec une nuance importante. Citation, réajustant la dialectique hegelienne de la conscience de soi immédiate et de la conscience universelle de soi, il détermine la conscience stricto sensu comme celle de l'être qui n'a pas seulement le soi pour objet, mais le genre. Donc c'est par l'objet que l'homme devient conscient de lui-même. Son objet est son essence manifeste qui ne peut transcender. La puissance que son objet exerce sur l'homme est la puissance qu'exerce son essence sur lui. L'être absolu de l'homme, donc Dieu, est donc son essence subjective. Évidemment, l'originalité de Feuerbach ne consiste pas tant dans l'affirmation que ce rapport à soi passe nécessairement par le rapport à l'autre, mais elle se trouve dans son insistance à penser la religion comme le rapport de l'homme à son essence. Donc, c'est-à-dire le sens de Dieu, c'est le sens de l'homme, dit Feuerbach, donc ce n'est que Dieu, donc ce n'est qu'une projection, n'est-ce pas, dans un au-delà fictif de l'essence de l'homme, donc qui chez les croyants revient finalement chez l'homme, mais récupéré par l'homme. Donc une essence qui se donne comme le rapport à un être, autre être particulier, distinct de lui, transcendant. L'objet religieux, intériorité exprimée, manifestée de l'homme, doit d'ailleurs être distingué de l'objet sensible qui, lui, existe extérieurement à l'homme, est séparable de la conscience de soi et est en soi indifférent et indépendant de la conviction du jugement. Donc, pour Feuerbach, l'essence de la foi, donc je parle de son principal livre, qu'il a célèbre, L'essence du christianisme, 1841, tardivement traduit en français, une traduction de Jean-Pierre Rosier, date de 1968 chez Maspero, et elle a été republiée chez Gallimard, collection Pell, en 1992. Donc, l'essence donc, pour Feuerbach, l'essence de la foi, c'est de la croyance religieuse, essentiellement chrétienne, mais non seulement chrétienne, parce que c'est aussi d'autres religions, donc n'est que la certitude qu'a l'homme que son être subjectif est l'être objectif absolu. Donc les mystères du christianisme sont les multiples modalités selon lesquelles l'homme croit en lui-même, en la liberté et en l'illimitabilité absolue de sa subjectivité. Donc elles ne sont que des projections vers le ciel, des extériorisations de sa propre subjectivité. C'est l'essentiel de la théorie, voilà, de l'anthropologie, de l'interprétation anthropologique humaniste de Feuerbach dans ce livre, L'essence du christianisme, donc c'est le seul de lui que je connais, avec les manifestes, etc., qui est traduit par Althusser, mais Feuerbach est souhaitant cela, alors qu'il a écrit beaucoup plus, il a écrit une douzaine de livres, mais on ne connaît qu'un seul, en réalité, c'est ce livre, L'essence du christianisme, alors tardivement, très tardivement découvert en France, hein, il faut le dire, donc pratiquement après la Deuxième Guerre mondiale seulement, Henri Arbon, par exemple, n'est-ce pas, avant Althusser a découvert Feuerbach. Donc cette anthropologisation de la religion par Feuerbach, bon, matérialiste, c'est discutable en quelle mesure il est vraiment matérialiste, alors on peut ouvrir une discussion là-dessus, parce qu'il y a des interprètes qui les contestent, par exemple, comme Hervé Arbon, par exemple, comme Henri Arbon, pardon. Mais bon, je pense qu'il faut parler d'humanisme et pas de matérialisme. Alors je pense qu'on peut parler de matérialisme en tenant compte du fait qu'il y a, mais en faisant une périodisation dans l'œuvre de Feuerbach, en tenant compte du fait qu'il y a une période hegelienne, carrément marquée par la réception positive de la dialectique
hegelienne. Les deux œuvres, une d'un humaniste, celle où il écrit l'essence du christianisme, et finalement une troisième matérialiste. Donc, cette anthropologisation de la religion par Feuerbach, qui ne critique l'idée de Dieu que pour affirmer la divinité de l'homme, la divinité de l'humain, où Dieu n'est supprimé que pour être posé en tant que prédicat de l'homme, elle est certes reconnue par Marx et Engels comme une critique importante de la théologie dominante, mais elle ne satisfait pas réellement les pères fondateurs du matérialisme historique et dialectique, puisqu'ils soulignent dans leur critique, dans les lectures critiques de Feuerbach, que cette critique matérialiste, anthropologique et humaniste est apparemment trop limitée à la seule critique de représentation religieuse. Donc, c'est bien que toutes les représentations métaphysiques, juridiques et morales ont été tout simplement subsumées par Feuerbach sous des représentations religieuses ou théologiques. Autrement dit, le grand logisme dialectique de Hegel aurait-il été substitué par le jeu hegelien, notamment par Feuerbach et Bauer, par une logique de représentation religieuse ou théologique. Il y aurait certes un accord entre les hegeliens anciens et les jeunes hegeliens du XIXe siècle concernant, par exemple, le problème de la domination de la religion, des concepts de l'universel, mais la différence étant quand même que les uns combattaient cette domination comme une usurpation, tandis que les autres la considéraient comme légitime. Malgré cela, Marx et Engels s'efforcent de dévoiler les jeunes hegeliens, Bauer et Feuerbach, au dépit de leur phraséologie révolutionnaire, comme des conservateurs, entre guillemets, puisqu'ils ne seraient en mesure que d'opposer des phrases à des phrases, étant incapables de combattre le monde réel existant. Leur seul côté positif serait la critique du christianisme, mais aucun représentant de cette école néo-hegelienne ne serait capable, selon Marx, de rétablir un rapport dialectique entre la philosophie allemande et la réalité allemande, entre la philosophie et l'environnement matériel. Et en prenant pour cible la philosophie conscientielle, trop idéaliste, trop spéculative, des représentants hegeliens de l'école néo-hegelienne allemande, Marx et Engels soutiennent donc, assez rigoureusement, il faut le dire, dans le critique de Gouvernement et de Feuerbach, la thèse de l'enchevêtrement des idées, de représentation et de la conscience dans l'activité matérielle et la communication matérielle des humains. Donc les hommes sont les producteurs de leurs idées, de leurs représentations, mais les vrais humains, actifs, agissants, sont conditionnés par le développement de leur force productrice. La conscience, souligne-t-il, donc, ne peut être rien d'autre que l'être conscient et l'être des humains est leur vrai processus vital réel. De même, les formations nébuleuses dans le cerveau humain, comme par exemple les représentations, les mystères religieux évoqués par Feuerbach dans l'essence du christianisme, ne seraient-elles que des sublimations nécessaires de leur processus vital, empiriquement contestable et lié à des conditions matérielles. Par conséquent, la morale, la religion, la métaphysique et autres idéologies, ainsi que les formes de conscience correspondant, ne conservent plus longtemps l'apparence de leur autonomie. Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience. Donc, c'est pour l'essentiel, donc cette vision matérialiste nouvelle, fondée sur la ferme conviction que ce sont toujours les conditions matérielles de l'existence et de la vie de l'homme, déterminées par la nature, par le travail, par les rapports de production et par l'environnement matériel, qui déterminent aussi les idées et les représentations de l'homme, en bref, son idéologie, que Marx et Engels opposent, au matérialisme de l'homme abstrait de Feuerbach, ou à la philosophie de l'action d'Amos Hess, à laquelle il reproche également d'être trop et exclusivement fondée sur une théorie conscientielle, en lui opposant une philosophie matérialiste de la praxis fondée sur la connaissance des contradictions réelles de l'économie et de la société, à savoir sur une critique de l'économie politique, dont le capital est le meilleur résumé et en même temps le sommet, au même titre que les Grundrisse, les contributions à une critique de l'économie politique de 1857-1858. Donc, il s'agit donc de faire valoir et de mettre enfin en ses droits l'homme réel, non? Marx contre Feuerbach, il s'agit de faire valoir l'homme réel existant et travaillant, à savoir l'homme produisant
Donc, il le différencie des animaux, lui-même, ses moyens de subsistance, il fait produire lui-même ses subsistance dans les conditions empiriques réelles de son processus vital. Car, soulignent Marx et Engels, dès que ce processus vital est mis en évidence, l'histoire cessera d'être une simple collection de faits morts, comme les empiristes abstraits, ou bien une simple action imaginée de sujets opiniâtres, comme chez les idéalistes. Fin de citation. Autrement dit, là où cesse enfin la spéculation dans la vie réelle. Là commencera la science réelle, positive, la représentation de l'activité pratique, du processus de développement pratique de l'homme. Les phrases de la conscience cesseraient et seraient substituées par le savoir réel. Fin de citation. Donc c'est donc, mis à part la critique du matérialisme métaphysique de Feuerbach, aussi un immense défi lancé à l'égard de toute la philosophie idéaliste spéculative allemande, dans son ensemble, à laquelle est surtout reproché d'avoir esquissé systématiquement une philosophie de l'histoire idéaliste spéculative. Donc, si bien que l'Allemagne n'avait pas un seul historien déploie Marx, qui, comme c'était le cas, par exemple en France ou en Angleterre, eût été capable d'analyser l'histoire sur une base matérialiste en écrivant sous cet angle d'attaque l'histoire de la société bourgeoise, donc du commerce et de l'industrie. Donc, Marx Engels s'efforce donc de combler cette lacune par l'élaboration d'une philosophie vraiment matérialiste de l'histoire. Donc, pour revenir au problème philosophique de la conscience, désidéalisé, comme nous l'avons vu par Marx, force est de constater que Marx et Engels s'identifient volontairement. Dans le cadre de leur approche de démarcation des démarches idéalistes spéculatives de Bruno Bauer et de Feuerbach, conscience et langage. Langage étant défini comme conscience pratique existante aussi pour les autres humains, ainsi que comme conscience réellement existante pour moi-même. Autrement dit, le langage est né comme la conscience du besoin, à savoir du besoin, de la nécessité des humains de communiquer entre eux, parce qu'ils distinguent encore une fois les hommes des animaux. Donc, ce qui réconforte et renforce nécessairement l'affirmation de Marx que la conscience est toujours a priori un produit social, et le demeure tant que les hommes existent. La conscience est naturellement d'abord conscience de l'environnement proche, sensible, et conscience du rapport avec d'autres personnes et choses, sauf l'individu devenant conscient de lui-même. Il est simultanément conscience de la nature qui s'oppose d'abord à l'homme comme une puissance étrangère, toute puissante et inattaquable, envers de laquelle les humains se comportent comme des animaux. Donc, en effet, l'homme se distingue de l'animal, ce qui fait que chez lui, la conscience se substitue à l'instinct. C'est la division du travail qui rend l'homme capable de développer une conscience qui sera à même de s'émanciper du monde et de concevoir des théories pures telles que la théologie, la philosophie et la morale. Or, la division du travail, donc, je l'ai évoqué dans la philosophie 44, donc, ici, donc, et la propriété privée, elles sont, selon Marx, des thèmes identiques. Elles conditionnent la genèse d'une société de classe, produisant par l'organisation du travail et les rapports de production, cette aliénation faisant que les forces productives sont de plus en plus perçues par les travailleurs comme une force étrangère plus ou moins insupportable. Donc aux yeux de Marx et d'Engels, le communisme s'impose alors comme seule alternative à ce mode de production aliénant et à la société bourgeoise qui, lui, est conforme puisqu'il abolira cette aliénation, ce rapport d'étrangeté des travailleurs à l'égard de ce qu'ils produisent, provoquant la dissolution du rapport de la demande à l'offre et le rétablissement du contrôle des travailleurs sur la production matérielle de l'échange. Donc à ce propos, les auteurs de l'idéologie allemande précisent bien que le communisme n'est pas un idéal auquel la réalité doit se conformer, mais plutôt c'est le mouvement, ce mouvement réel, abolissant, supprimant l'état actuel des choses, si bien que les conditions de ce mouvement dépendent de la condition actuellement existante. Donc la grande masse des travailleurs, précise Marx et Engels, dépend cependant d'un marché mondial. Donc
expression, il y a mondialisation, donc, ce qui signifie aussi que le prolétariat ne peut exister que dans le cadre de l'histoire mondiale, comme le communisme ne peut exister qu'à l'échelle historique mondiale. Ce qui d'ailleurs est défi à tous ceux qui, au sein même du mouvement ouvrier international ou du mouvement communiste, prenaient, ou bien, par exemple, comme par exemple Staline, la construction du socialisme dans un seul pays, ou bien aux souverainistes contemporains de gauche, prenons un protectionnisme souverainiste pour s'opposer aux effets négatifs de la globalisation capitaliste libérale. Donc, selon Marx et Engels, il n'y a que la lutte des travailleurs à l'échelle internationale qui pourra déboucher sur l'avènement du communisme par la lutte conjuguée du prolétariat dans tous les pays du monde contre l'ordre capitaliste injuste et la société bourgeoise. Donc, alors on peut évidemment utiliser cela comme un argument contre la déviation souverainiste, crypto-nationaliste dans une partie de la gauche en France, dans le cadre du mouvement de la critique de la mondialisation capitaliste. Donc à propos de la société bourgeoise, bon ça c'est mon point de vue, je suis internationaliste et cosmopolite, donc et toujours très opposé contre tous les nationalistes. Et donc, à propos de la société bourgeoise, Marx et Engels tiennent à souligner, dans ce contexte précis, que celle-ci est bien née au XVIIIe siècle sur les fondements des nouveaux rapports de propriété substituant ceux de l'Antiquité et du Moyen Âge. Il précise que la société bourgeoise ne s'est développée qu'avec la bourgeoisie comme organisation sociale correspondant au développement de la production et du commerce de l'époque, autrement dit, comme une organisation ayant fourni le fondement pour l'État et sa superstructure idéaliste. Globalement, la critique marxienne de Feuerbach se résume par les 5 points suivants. C'est un problème parce qu'on va me perdre dans les méandres de toutes ces argumentations, essayer de systématiser. Alors, évidemment, on peut, à la rigueur, la résumer dans 5 points suivants. Premièrement, donc, Feuerbach, alors, bon, c'est l'argument, le principal argument de Marx, se trompe quand elle veut à tout prix remplacer le terme de communiste par celui de l'homme ordinaire du commun, Gemeinmensch, car toutes les déductions concernant les rapports interhumains sont limitées à la preuve que les humains ont toujours eu besoin d'eux, il se limitera à établir la conscience de ce fait existant, tandis que le vrai communiste s'efforcerait de renverser le monde existant. Deuxièmement, Feuerbach fait preuve d'une véritable méconnaissance du réel lorsqu'il affirme, par exemple, dans son livre Principe de la philosophie de l'avenir de 1843, que l'être d'une chose ou de l'homme serait en même temps son essence. Thèse centrale de Feuerbach. Autrement dit, que les conditions d'existence et le mode de la vie et l'activité d'un individu humain seraient toujours celles qui donnent satisfaction à son essence. Troisièmement, que la conception feuerbachienne du monde sensible serait limitée d'un côté à son intuition, Anschauung, à son intuition pure, et de l'autre côté à la pure sensation, Empfindung, sensualisme, au matérialisme sensualiste, au lieu de découvrir l'homme réel historique, il ne parle abstraitement que de l'homme, et cet homme, c'est l'allemand. Bon, dans l'intuition du monde sensible, et c'est Marx, dans l'intuition du monde sensible, il tombera nécessairement sur des choses qui contredisent sa conscience et son sentiment et qui brouillent l'harmonie présupposée de toutes ces parties du monde sensible, notamment de l'homme avec la nature. Félicitations, c'est exactement ce qu'affirme déjà la première thèse sur Feuerbach, qui critique que le principal défaut du matérialisme ancien, celui de Feuerbach, est que l'objet, la réalité, la sensibilité lui sont subsumés que sous la forme de l'objet ou de l'intuition, et non pas comme activité sensible humaine ou comme praxis. Feuerbach dit la même thèse, la première thèse, veut des objets sensibles distincts des objets de pensée, mais il ne conçoit pas l'activité humaine comme une activité objectale. C'est pourquoi il ne considère, dans l'essence du christianisme, que l'attitude théorique en tant que vraie attitude humaine, tandis que la praxis n'est conçue et fixée que sous la forme juive. C'est la raison pour laquelle il ne comprend pas la signification de l'activité révolutionnaire et de l'activité pratico-critique. Bon, félicitations, donc voilà pour la première thèse, extrêmement importante. Quatrièmement, si Feuerbach reconnaît
que l'homme est un objet sensible. Il commettrait en même temps l'erreur de ne pas le définir comme une activité sensible, car loin de concevoir les hommes dans leurs rapports sociaux et sous les conditions de vie existantes qui les ont faits tels qu'ils sont réellement, il se contente, avec le concept de l'homme abstrait, s'auto-limitant à reconnaître l'homme réel individuel que dans la sensation. Il n'y a donc chez lui aucune critique des conditions de vie réelle. Cinquième critique, une autre faille du matérialisme anthropologique humaniste feuerbachien, c'est l'absence totale d'analyse historique. Citation, au fur et à mesure où Feuerbach est matérialiste, l'histoire n'existe pas chez lui. Il n'est donc pas matérialiste. Matérialisme et histoire sont complètement séparés chez lui. Voilà, dans l'idéologie allemande, évidemment. Cette phrase, on ne peut pas la lire dans une thèse, donc il y a là une petite ménance. Mais évidemment, comme le souligne, entre autres, Emmanuel Renaud, dans l'idéologie allemande, Marx soutient évidemment qu'il ne connaît qu'une seule science, qui est celle de l'histoire, et que celle-ci doit être étudiée du point de vue d'une conception matérialiste de l'histoire. Ces affirmations ont un sens essentiellement polémique, bien entendu. Elles sont tournées contre la philosophie idéaliste de l'histoire propre à Hegel et aux jeunes hegeliens. Elles définissent également un programme de recherche, rapporter l'étude de l'histoire à sa base réelle et à l'ensemble des conditions matérielles réelles de la pratique. C'est pour s'atteler à la réalisation que Marx forge les concepts de mode de production et de lutte de classe. Or, pour réfuter ce mépris de l'histoire par Feuerbach, Marx rappelle, en se tournant vers un exemple récent de l'histoire politique de l'Allemagne au XIXe siècle, que c'était surtout le manque cruel de moyens de subsistance et d'alimentation, comme celui du sucre et du café, qui avait incité les Allemands à se révolter contre Napoléon dans les guerres de libération et à se lancer dans cette guerre de l'année 1813, l'année de la bataille de Leipzig. Donc, autrement dit, cette transformation de l'histoire nationale en histoire mondiale n'était pas due à l'action abstraite d'une quelconque autoconscience ou de l'esprit mondial, comme l'affirme Hegel dans sa philosophie de l'histoire, ou d'un quelconque spectre métaphysique, comme le suggère Feuerbach, mais à une action matérielle, empiriquement prouvable, une action pour laquelle chaque individu mangeant et s'habillant fournissait la preuve. En bref, c'est la quintessence de cette nouvelle philosophie matérialiste de l'histoire inaugurée par Marx. Les idées dominantes ne sont rien d'autre que l'expression idéale des rapports matériels dominants, des conditions matérielles dominantes formulées en pensée. Ce qui signifie aussi que l'existence d'idées révolutionnaires, bien entendu, à une époque déterminée, présuppose l'existence d'une classe révolutionnaire. Évidemment, donc c'est là le problème aujourd'hui, n'est-ce pas? On peut penser à la notion, mais s'il n'y a pas de classe révolutionnaire, c'est un peu sujet, alors c'est très difficile, c'est impossible, n'est-ce pas? Donc c'est tout à fait différent à l'époque de Marx. Marx écrit cela. Là, il y avait évidemment cette classe révolutionnaire, le prolétariat. Il était là. Donc la classe révolutionnaire, je cite, la classe révolutionnaire s'affirme cependant comme représentante de la société tout entière, apparaît comme la masse de la société face à l'unique classe dominante. Par conséquent, le concept d'idéologie est celui du conditionnement des idéalités par les intérêts matériels, comme l'a souligné, entre autres, Emmanuel Renaud, celui de la dimension politique de la conscience et de la théorie, celui d'une dénégation du politique, puisqu'il s'agit de masquer une domination en donnant une forme universelle aux intérêts particuliers d'une classe. Celui enfin d'une inversion anhistorique et idéaliste qui trouve son expérience la plus pure de la philosophie spéculative de l'histoire. Dans l'idéologie allemande, le concept d'idéologie fait donc corps avec deux oppositions rigides, celle de la science et de l'idéologie, et celle de l'idéologie et du prolétariat. Alors, le terme de prolétariat désigne en effet tous ceux qui sont exclus de la société, tous ceux qui, n'étant pas une classe, mais plutôt une masse, sont dénués d'intérêts particuliers et donc d'idéologie. L'existence du prolétariat rend possible, affirme Marx, une attitude théorique et critique à l'égard de la société. Or, comme il a déjà été souligné par de nombreux commentateurs, cette critique de Feuerbach est d'une importance capitale, non seulement pour la reconstruction de l'itinéraire philosophico-politique du jeune Marx,
le conduisant en effet du néo-hegelianisme de gauche de Bruno Bauer, de Feuerbach et de Stirner à une philosophie de la praxis marxiste, mais aussi et surtout à la genèse de la théorie de l'auto-émancipation du prolétariat par la révolution sociale. Et ainsi, Michael Loewe, par exemple, souligne, à juste titre, je trouve, dans son livre La théorie de la révolution chez John Marx, que Marx, pour répondre à la question fondamentale pourquoi et comment le prolétariat devient-il révolutionnaire, reprend tout d'abord une des thèses de l'introduction à la critique de la philosophie du droit de Hegel, c'est-à-dire celle qui fonde le rôle émancipateur du prolétariat sur le caractère radical et universel de la souffrance de cette classe, qui a toutes les charges de la société à supporter sans jouir de ses avantages, et qui n'a plus d'intérêt spécial de classe à faire prévaloir contre la classe dominante. Seulement, dans l'idéologie allemande, cette souffrance aurait perdu toute signification passive, et le terme passion, en allemand Leidenschaft, aurait même été employé dans un sens révolutionnaire et actif. Marx parle en effet de passion révolutionnaire. Et c'est sans nul doute avec un certain regard sur la révolte, sur l'insurrection des tisserands de Silésie en 1844, même année, où Marx écrit le manuscrit philosophico-politique de Paris, donc qui était donc pour l'insurrection des tisserands de Silésie, cette grève qui était pour l'essentiel une grève, une révolte contre la faim, que Marx note que, je suis né au Silésie, que Marx note que la détresse du prolétaire prend alors une forme évidente et aiguë, le pousse à la lutte à mort, le rend révolutionnaire et ne produit donc pas l'inquiétude mais la passion. Or, il ne s'agit, comme le souligne Marx, que d'une tendance, à savoir d'une potentialité qui ne devient acte qu'à travers la pratique historique de la classe elle-même. Autrement dit, le prolétariat ne devient révolutionnaire que par sa propre praxis révolutionnaire. C'est dans les luttes que se forge, que naît dans la masse ouvrière la conscience communiste. Mais pour la production massive de cette conscience révolutionnaire, il faut un changement massif des hommes qui ne peut s'opérer que dans un mouvement pratique, à savoir dans une révolution comme celle de l'insurrection des ouvriers anglais en 1842, par exemple. Donc, ou bien les différents de Silésie. Or, il y a une différence entre la position de Marx exprimée dans l'introduction à la critique de la philosophie du droit de Hegel de 1841 et celle exprimée dans l'idéologie allemande de 1845-46, puisque Marx rejette désormais la thèse que la révolution débuterait dans la tête du philosophe, et parce qu'il proclame solennellement que la conscience communiste naît dans le prolétariat. Et pas ailleurs, même si la possibilité du développement des idées révolutionnaires, des idées communistes, par les membres d'autres classes, notamment les intellectuels, n'est nullement exclue par lui-même. Ces individus peuvent effectivement, comme les intellectuels révolutionnaires, devenir des représentants, des théoriciens du prolétariat, et même jouer un rôle décisif dans le renforcement et la clarification de la classe communiste, bien sûr, mais ce n'est pas eux qui ne peuvent pas faire la révolution. C'est le prolétariat comme classe organisée révolutionnaire, bon, qui l'a fait, pas les intellectuels. Donc, autre originalité de l'idéologie allemande, c'est en effet donc, le premier texte de Marx où le terme parti communiste est employé. Avec ce terme, Marx s'efforce avant tout de marquer la différence par rapport au parti littéraire ou philosophique des jeunes hegeliens, pour le Bauer en l'occurrence. Or, il s'agit a priori, pour lui, de distinguer le parti communiste réel des ouvriers et du prolétariat, des pseudo-partis des idéologues allemands. Marx les appelle aussi les demi-savants. Les demi-savants, il s'agit donc pour Marx et Engels d'opposer cette nouvelle forme d'organisation communiste, premièrement aux sectes utopiques, notamment à plusieurs courants du socialisme allemand, et à Bruno Bauer, ainsi qu'à l'individualisme anarchiste de la société des égoïstes de Max Stirner, qui affiche d'ailleurs un anticommunisme et un anticollectivisme viscéral. Il s'agit aussi de l'opposer au blanquisme, à la théorie avant-gardiste des révolutionnaires professionnels à l'Auguste Blanqui. Donc évidemment, toutes ces thèses, la 11e thèse est évidemment la plus importante. Parce qu'il est à la fois
la conclusion des thèses précédentes est une sorte de portail pour l'avenir du communisme. Comme le mentionne un certain Ernest Bloch dans le chapitre 19 du premier volume du Principe d'espérance, c'est le mot d'ordre. Cette thèse, c'est le mot d'ordre, elle est aussi, selon Ernest Bloch, la plus prégnante et nécessite dès lors bien plus que les autres un commentaire s'attachant à chaque mot. Alors, quelle est donc la teneur de cette thèse? Qu'en est-il exactement de l'opposition apparente qu'elle établit entre la connaissance et la transformation? Évidemment, Marx reproche dans cette thèse aux philosophes de n'avoir jusqu'à ce jour su interpréter le monde de différentes manières, à savoir de façon contemplative. C'est donc la connaissance non contemplative qui est désignée ici comme le nouvel étendard menant à la vraie victoire. Et cet étendard n'est rien d'autre que, je cite Ernst Bloch, c'est l'étendard de la connaissance que représente l'œuvre principale de Marx, nous fournissant des directives pour l'action émancipatrice des prolétaires à l'égard du capital, mettant le cap sur une philosophie nouvelle, active, une philosophie aussi indispensable, qu'apte à transformer le monde. Fin de citation, donc si vous voulez vérifier, alors lisez, prenez le Principe d'espérance, c'est publié dans la Bibliothèque philosophique chez Gallimard, donc le premier volume, Paris, 1976, page 334. Donc, Ernst Bloch souligne à son propos qu'avec cette critique, ce n'est pas vraiment Hegel qui est visé, mais plutôt les épigones hegeliens, parce que Marx eût été le dernier à vouloir déplorer chez le penseur concret que fut Hegel l'absence d'une étude du monde réel. Mais quant à la seconde partie de la thèse Hausienne thèse relative à la transformation du monde, Ernst Bloch vient rappeler que le marxisme ne serait pas une transformation au sens véritable du terme s'il ne reconnaissait avant elle et en elle la primauté théorique pratique de la vraie philosophie, avec sa perception des propriétés de la réalité qui sont porteuses d'avenir. Mais la transformation peut bien entendu prendre des formes multiples et même se passer du concept, car la philosophie représente une connaissance, une conscience du totum progressant, ce totum qui n'est pas encore lui-même factum, mais évolue en même temps que le non encore devenu dans le gigantesque ensemble du devenir. Là, vous trouvez la philosophie de l'avenir, de cette ontologie utopique de l'avenir qui nous est proposée par l'auteur du Principe Espérance, cette grande trilogie philosophique, malheureusement pas assez lue en France, qui lit encore Bloch en France en ce moment, c'est très déplorable, évidemment, il n'est pas lu. C'est d'une très grande injustice, alors qu'on a porté Benjamin au nu, alors que l'œuvre philosophique est beaucoup plus importante que celle de Benjamin. Bon, cela dit, il y a des preuves pour cela. Donc, il s'agit d'un grand philosophe, injustement pas lu en France, donc parce qu'il n'a jamais été porté par une quelconque mode philosophique parisienne, c'est la principale raison, je pense. Alors que c'est quelqu'un qui aimait la France, n'est-ce pas, qui avait une profonde admiration pour la Révolution française, qui, dans sa dernière visite à Paris, quand je l'ai accompagné en mars 1975, a voulu revoir au musée Carnavalet, que je le conduise, monsieur Carnavalet, n'est-ce pas, où se trouve la Déclaration des droits de l'homme. N'est-ce pas? C'est quelqu'un donc pour lequel le mot Bastille, Révolution française, est une très grande façon. Même France le rejette. Je ne sais pas pourquoi. C'est très très injuste. Je bataille depuis 40 ans pour le faire connaître en France, en tant qu'universitaire. Le succès est malheureusement, c'est mitigé. C'est mitigé. Moi j'espère que le 130e anniversaire de la naissance d'Ernst Bloch l'année prochaine sera l'occasion pour le relancer. De toute façon, je me suis engagé à le faire. Il y aura 2 nouvelles publications. Donc, entre autres, de ces entretiens qui n'ont pas encore été publiés en français, etc. Donc, je me suis dit, évidemment, recommander ce philosophe, alors que vous allez découvrir l'énorme richesse de cette pensée, qui malheureusement n'avait aucune chance de faire percer en France, parce qu'il y avait Althusser, il y avait Henri Lefebvre, il y avait d'autres qui notamment lui ont fait l'ombre, hein, mais c'est très injuste, n'est-ce pas, parce que vous allez découvrir un philosophe allemand, antifasciste, marxiste, révolutionnaire,
très francophile, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, j'espère que vous allez pouvoir le découvrir. Un jour, vous avez dans votre bibliothèque départementale le Principe Espérance. Je ne connais pas par cœur le fond, mais je pense oui. Mais on n'a plus de bibliothèque au département maintenant, il y a une seule bibliothèque littéraire. J'imagine, oui, ça c'est bizarre. Non, on n'a plus de bibliothèque spécifique. Enfin, j'ai pas dit. Le fond est le même. Aucun livre n'a disparu, enfin, j'espère en tout cas. J'ai rendu des Gramsci qui avaient été empruntés il y a 10 ans, qui traînaient au fond de non, je ne t'accuse pas. Donc, je voudrais seulement encore pour conclure, parce que je pense qu'il y a vous voyez, il reste tranquillement. Oui, j'ai encore 5 minutes. Donc, signaler évidemment que dans sa lecture extrêmement originelle des 11 thèses de Marx et Feuerbach, Ernst Bloch nous propose une nouvelle classification en divisant les thèses pour l'essentiel en 3 groupes et en un mot d'ordre final. Alors, Georges Labica, dans son livre Karl Marx, les thèses sur Feuerbach, PUF 1987, conteste cette réorganisation classificatrice, tombant sous le coup de sa critique des exigences didactiques, en défendant l'ordre numérique, celui de Marx, donc contre Ernst Bloch. Et selon Labica, le meilleur argument en faveur de l'ordre numérique serait celui apporté par la première thèse, à savoir le registre de ses concepts, son vocabulaire et son style d'exposition, nous fournissant l'ordre des raisons qui gouvernent l'ensemble des thèses sur Feuerbach. C'est en s'appuyant sur l'argument de cette première thèse que Georges Labica s'efforce de reconstruire le déploiement des concepts explicitement livrés par Marx lui-même, qui nous installe dans le texte sans le forcer, il nous invite à faire abstraction de nos grilles personnelles. Mais il renonce à discuter en détail les arguments d'Ernst Bloch. Ernst Bloch, en revanche, justifie sa nouvelle classification par l'argument que cet ordre numérique est peu concluant et qu'on finit par déprécier les thèses en les traitant avec un formalisme outrancier, comme une série de timbres-poste. La classification des thèses ne peut se faire, affirme Bloch, qu'à partir de considérations philosophiques et non arithmétiques. Autrement dit, la succession des thèses doit être celle de leur thème et de leur contenu. En fonction de cela, les thèses de Marx et Feuerbach devraient donc être reclassifiées de la manière suivante. Premièrement, donc, le groupe des thèses relatives à la théorie de la connaissance, concernant l'intuition et l'activité. Ce sont les thèses 5, 1 et 3. Deuxièmement, le groupe de thèses anthropologiques historiques concernant l'aliénation, sa cause réelle et le matérialisme véritable. Ce sont les thèses 4, 6, 7, 9 et 10. Troisièmement, le groupe des thèses relatives à la théorie praxis concernant la preuve et l'épreuve, les thèses 2 et 8. Et finalement, quatrièmement, donc le mot d'ordre, la thèse 11e. Évidemment, il existe entre les différentes thèses, souligne Ernst Bloch, au sein de chacun des groupes, un jeu libre de voix qui se répondent et se complètent, tout comme il existe entre les groupes eux-mêmes des corrélations permanentes, composant un tout cohérent et homogène. Georges Labica, en revanche, insiste beaucoup dans sa propre lecture et interprétation de thèse sur le redoublement, l'affaire Doppelung, qui serait symptomatique du procédé d'exposition de Marx. Ce procédé consisterait à produire des Spaltungen, des scissions, des cisures, qui traduisent soit l'incapacité à comprendre la structure du réel et les rapports internes qui l'organisent, soit à les occulter grâce à des systèmes de mystification. Évidemment, pour moi, ça a été très difficile de choisir entre ces deux, parce que j'ai travaillé pendant 1 an au CNRS avec Georges Labica, mais je pense quand même qu'en ce qui concerne les thèses de Feuerbach et leur interprétation, le point de vue de Ernst Bloch est beaucoup plus convaincant. Merci. Alors, merci aux quatre orateurs d'aujourd'hui. Je vais leur demander de s'installer tous les 4 à la